Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? C'est très bien. Pleine forme. Et vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes remis de votre anniversaire? Très bien. Bon. Et vous de votre mariage? Oui, c'était pas le mien, mais c'était le mariage d'Amélie. On vous raconte nos vies aujourd'hui dans cette émission. Allez, sérieusement, au sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est le directeur du développement et des engagements chez Truffaut. Gestion de l'eau, de l'énergie, recyclage, lutte contre le gaspillage. Beaucoup de questions à lui poser. Oui, notre débat RSE du jour portera sur le sport. Comment peut-il impacter positivement la planète? Et puis la start-up mise en avant aujourd'hui, c'est Fago. On sera dans l'univers de la mode. Vous verrez. Voilà, pour les titres, c'est parti. Une demi-heure. C'est Smart Impact. Bonjour Ludovic Flandin. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le directeur du développement et des engagements chez Truffaut. C'était votre anniversaire il y a 2 jours, donc bon anniversaire avec un peu de retard. Truffaut, puisqu'on est dans les dates, c'est quand même une marque française qui porte avec elle près de 2 siècles d'histoire, créée en 1824. Ça a déjà été une découverte pour nous en préparant l'émission. Et justement, 2024, c'est un horizon que vous avez défini pour progresser sur 5 grands indicateurs qu'on va détailler ensemble. Mais d'abord, c'est quoi la philosophie responsable dans une marque aussi ancienne? Alors c'est extrêmement impressionnant puisque c'est une famille qui a créé ça en 1824 à Versailles et c'est une marque, une entreprise qui s'est réinventée plusieurs fois. Producteur de plantes horticoles ornementales pour la bourgeoisie française au début. Après la guerre, Première Guerre mondiale, Georges Truffaut qui se met à faire des jardins pour les soldats. Et puis ensuite, lancement du premier magazine, de la première émission de radio autour du jardinage. Et avec la grande conso, en 67, ouverture de la première grande jardinerie type Garden Center américain. Et ça a été la dernière entreprise comme ça, première entreprise comme ça à le faire. Aujourd'hui, un nouveau défi. Comment faire de cette entreprise familiale une entreprise responsable? Et c'est bien ça qu'il faut prendre en considération aujourd'hui. Et c'est pas si évident que ça. Oui, alors on va détailler ces engagements. Il y a d'abord les ressources naturelles, l'eau, l'énergie. Comment vous comptez comment vous le faites déjà, j'imagine, mais comment vous comptez les économiser, ces ressources naturelles? Alors, comme beaucoup de ces sujets, aujourd'hui, pour des entreprises de notre taille, 2500 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est l'alliance avec les startups et avec les petites entreprises qui nous permet d'avancer très vite. La France en a vraiment la chance, notamment à Paris, d'avoir plein d'entreprises de ce type. Par exemple, sur l'énergie ou l'eau, on a identifié une startup qui s'appelle DeepKey, qui nous permet en fait de récupérer toutes les factures de tous les fournisseurs automatiquement, de les analyser, d'avoir des alertes pour que nos directeurs de magasins deviennent des vrais pilotes RSE en fait de leur bâtiment. C'est un exemple que je peux donner, mais on a par exemple aussi l'entreprise Phoenix, qui est une super start-up française autour du recyclage et de la récupération des invendus, avec qui on est en partenariat depuis 2 ans et qui nous a permis de faire un plan anti-plastique, un petit peu comme les entreprises de la grande distribution. Et d'accompagner effectivement vos consommateurs dans les magasins. Exactement. À la fois nos collaborateurs, déjà, pour se dire, par exemple, les moquettes qu'on utilise pour le Noël événementiel, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, décision cette année de prendre 85 tonnes d'économiser. Et en même temps, d'accompagner les particuliers, puisqu'on propose maintenant des invendus de plantes qui sont un petit peu défraîchis, qu'on ne peut plus trop vendre le lendemain, en panier invendu à 30% du prix à nos clients. Justement, du coup, vos collaborateurs, donc 2700 collaborateurs, c'est ça, dans 66 jardineries et un corner au BHV. Comment est-ce que vous impliquez vos collaborateurs? Je crois que vous avez un petit badge, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce badge? Alors, ce badge, je vais vous l'expliquer parce que ça fait partie d'un dispositif humain, ça a été la base. En fait, on s'est dit, les idées, les technologies, on pourra en trouver, mais on a quand même 2700 personnes qui ont été, on va dire, ont grandi professionnellement dans une culture de la consommation, une culture de la croissance, etc. Il faut qu'on vérifie qu'ils soient avec nous. Donc, on a commencé par leur faire une formation. Je crois qu'on est une de seules entreprises de cette taille qui les forme 100% des gens à l'écologie. Donc, on a 4 heures de modules sur le changement climatique, la biodiversité et bien sûr les solutions, parce qu'on ne veut pas qu'ils finissent déprimés après cette formation. Et on a tout le monde qui fait ça, donc du vendeur dans un magasin au PDG de Truffaut. La deuxième étape, ça a été d'identifier parmi les collaborateurs 90 personnes plus engagées, qu'on appelle les ambassadeurs, et à qui on confie ces petits badges, mais aussi d'autres modules de formation, notamment sur le bio, sur le recyclage, et qui portent la bonne parole dans les équipes, dans les magasins. Donc ça veut dire qu'ils font de la pédagogie auprès de vos clients. Ça, c'est vraiment nouveau ou c'est quand même une démarche qui existe chez Truffaut depuis un certain temps? Alors là, on est en train de le généraliser. On s'est dit, c'est bien, on va faire du boulot dans l'énergie, dans l'eau, dans la sélection des produits, mais on a aussi un rôle d'éducateur quelque part pour les clients qui veulent consommer, mais qui veulent consommer différemment. C'est une demande
demande que vous avez observée sur le terrain? Depuis 2 ans, ça explose. C'est-à-dire qu'on a à la fois la population plus classique de nos clients qui étaient plutôt des jardineries, plutôt en banlieue ou en province. Maintenant, on a les nouveaux magasins urbains. Tout le monde veut des conseils, veut de la pédagogie, donc on s'est lancé et on fait 4 opérations par an qui s'appellent Truffaut s'engage, dont la première a lieu en ce moment autour de l'anti-gaspi. Donc on accompagne les gens pour savoir comment utiliser un composteur, récupérer de l'eau, mais aussi faire soi-même ses bocaux, etc. Ça, c'est jusqu'au 27 septembre. Donc, on a parlé de l'économie de l'eau, de l'énergie, donc des ressources naturelles. On a parlé de cette pédagogie vis-à-vis des clients. On a parlé des invendus. Il y a aussi la gestion des déchets, parce que j'imagine que 66, 67 avec le corner du BHV jardinerie, c'est une quantité de déchets à trier, à gérer, à valoriser peut-être. Alors, les déchets, c'est devenu pour les distributeurs, les enseignes, un vrai enfer, parce que les coûts explosent. La complexité normale du législateur sur la sélection des déchets est de plus en plus forte. Donc, nos directeurs de magasins étaient complètement perdus. Un magasin Truffaut, c'est à peu près 100 tonnes de déchets par an. Donc, on a pris 2 engagements forts d'ici 2024. Baisser ça de 20 à 30%. Donc, pour 1 000 € vendus, on veut passer de 7 à 4 kilos de déchets. Et puis, deuxièmement, faire augmenter les taux de tri. On passe de 40% à 80% de tri en volume. Pour cela, encore une fois, on a fait appel à une petite entreprise qui s'appelle Servipack, qui nous fait un plan de progrès magasin par magasin, qui va sur le terrain, forme les équipes, change les containers et trouve des petits fournisseurs de déchets locaux. Parce que le problème du déchet, c'est souvent un monopole ou un duopole. Donc, on a du mal aussi à négocier avec les grands faiseurs des bonnes conditions. Et puis, c'est dur de mesurer aussi l'efficacité, parce que se fixer effectivement des objectifs, c'est toujours très bien, mais les mesurer, c'est plus compliqué. Alors, eux, ils mesurent tout. On a un reporting, etc. Et puis, en plus, on fait de l'innovation. On va essayer d'étudier avec eux 2 choses. La logistique inversée, donc les camions qui amènent les produits sur les magasins repartent pas à vide, mais avec des déchets pour les mutualiser. Et puis, moi, c'est un petit projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire du compost avec tous nos déchets verts. Sur chaque magasin, aujourd'hui, on a des plantes, du terreau, etc. qui sont invendus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On les trie, mais on les envoie dans des décharges, alors qu'on pourrait peut-être les valoriser localement pour faire du compost pour les clients. Donc, chaque magasin créerait son propre compost et le proposerait aux clients? Exactement, avec aussi un système de mutualisation. Il faut trouver un bon maître composteur, comme on dit, mais ça peut être le nouvel or vert pour nous. Il y a une dimension de relocalisation aussi dans ces engagements 2024, c'est-à-dire donner peut-être un peu plus d'autonomie à chaque directeur de magasin pour trouver les bons interlocuteurs? Évidemment, ça c'est une demande très forte à la fois des clients et du terrain. C'est-à-dire qu'un client parisien, par exemple, va s'intéresser plus à l'origine du géranium ou de la menthe qu'à son label bio ou pas. Donc on a une demande très forte de production locale. Bon, la filière française horticole est encore assez puissante, même si elle a des difficultés, notamment avec le Covid, ça n'a pas été facile. Justement, oui, comment vous en sortez dans cette période de crise particulière? Alors, ça a été une année exceptionnelle dans tous les sens du terme. On a commencé par cette fermeture, comme tout le monde, au mois de mars. On a pris assez de temps pour réouvrir parce qu'on voulait vraiment assurer des conditions optimales pour les clients. Et puis, quand on a réouvert, ça a été l'hallucinant. On a été à des performances de x2 sur certains magasins par rapport à l'an dernier. Comment vous l'expliquez, ce regain? Un engouement des gens pour le potager, pour les activités extérieures. Ils n'en pouvaient plus d'être confinés, grosso modo. Pas uniquement les urbains. Non, ça a été partout dans tous nos magasins. Donc, finalement, on ne va pas récupérer 100% de notre retard, mais pratiquement. Et puis surtout, on a des nouveaux clients qui arrivent qui n'avaient jamais acheté de plantes potagères, par exemple. Donc, il y a une éducation à faire qui est gigantesque. Et puis, votre site Internet, j'imagine aussi, vous avez une augmentation des achats en ligne? Oui, le site Internet qu'on venait de refaire, par chance, a complètement explosé. Et puis, on a développé aussi le Drive and Collect dans tous les magasins pour permettre aux gens de venir chercher des commandes qu'ils avaient faites sur Internet en voiture. Est-ce qu'il y a des comportements qui existaient, que vous pratiquiez en tant qu'entreprise, parce que c'est le jardin, la maison, les animaux, chez Truffaut, et que vous vous interdisez aujourd'hui ou que vous allez vous interdire? Oui, c'est une vraie question pour nos entreprises. On n'est pas les seuls, mais on sait qu'il y a des chiffres d'affaires qu'on va devoir perdre dans les prochaines années. À un moment donné, Biocop a arrêté les bouteilles en plastique. Voilà, c'était leur plus gros chiffre d'affaires. Ils ont décidé. Donc, on a cette analyse de nos produits un par un. Et puis, on a fait aussi des évolutions dans le passé sur certains traitements chimiques, pesticides qu'on a aussi arrêtés. Donc, on sait qu'on se pose des questions sur un certain nombre de produits. Il faut qu'on fasse monter en puissance, en contrepartie, d'autres produits.
Je vois ce qui se passe en ce moment sur les politiques écologistes. Il y a pas mal de polémiques qu'on voit en ce moment sur les maires qui sont élus, etc. On essaye de ne pas être dans cette caricature-là. Donc, on sait par exemple que sur des produits comme le sapin de Noël, il faut faire de la pédagogie autour de ça. Donc, on a une production locale, française, très écologique, etc. Mais en même temps, on fait monter en puissance tout ce qui est alternatif à ce genre de produit. Et puis, en attendant, on plante des arbres en compensation de ces sapins qui sont coupés pour être vendus à nos clients. Du coup, effectivement, il faut accompagner le public dans ses comportements. Oui, parce qu'ils veulent de la convivialité, ils veulent un instant familial, chaleureux autour de Noël. Et tout arrêter d'un coup, ça ne fait pas de sens finalement, puisque ça a un effet contre-productif. Donc, en tout cas, pour les entreprises, c'est peut-être plus facile. Mais vous avez raison, on va devoir se remettre en question sur un certain nombre de produits qui ne seront peut-être plus acceptables dans quelques années. C'est tout aussi l'objectif du plan des engagements. Merci beaucoup, merci Ludovic Flandin. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, le débat de Smart Impact. On va parler de sport. Comment le sport peut-il impacter positivement la planète? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nos deux invités sont là. On accueille tout de suite Fabien Paget, cofondateur de 17 Sport, une agence qui concilie sport et impact. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Dupont, directeur général de Peace and Sport, une organisation internationale neutre et indépendante qui utilise le sport et ses valeurs comme instrument de paix. On va en parler. Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue à vous. Laurent Paget, pour vous et votre cofondateur, en 2030, l'industrie sportive jouera un rôle beaucoup plus important en contribuant aux objectifs de développement durable, les 17 objectifs fixés par l'ONU. C'est d'ailleurs le nom de votre agence, vous reprenez 17 Sports. Pourquoi c'est important ? On pense que c'est important puisque par essence, le sport est le reflet de la société et c'est certainement l'une des plateformes les plus puissantes dans le monde aujourd'hui quant aux enjeux sociétaux actuels. Donc on estime que le sport a un pouvoir immense, en tout cas pour sensibiliser le grand public dans le monde entier sur ces enjeux et ces sujets de société. C'est la genèse du coup de la création de votre agence qui date de combien de temps ? Elle est très récente puisqu'on a créé 17 Sports en décembre l'année dernière, ce qui est plutôt très récent. Notre objectif est vraiment, et c'est même la raison d'être, je dirais, de l'organisation, de pouvoir quelque part éduquer et inspirer tous les acteurs du sport à repenser différemment et pas simplement aborder le sport comme un produit orienté business ou profit et entertainment. Mais moi, je découvre ces 17 objectifs de développement durable. Je ne les connais pas forcément dans le détail. On ne va pas tous les citer, mais lesquels vous mettez en avant particulièrement ? Écoutez, on adresse les 17, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir vraiment sensibiliser tout le monde sur ces enjeux majeurs. Il y a la pauvreté, il y a la faim, l'éducation, la paix, le climat, l'égalité évidemment, hommes-femmes, des sujets qui sont aujourd'hui au quotidien présents dans les médias et on le voit aux États-Unis en ce moment. Il y a beaucoup de ces enjeux-là qui sont mis en avant. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le sport comme une plateforme et un vecteur justement pour que les acteurs puissent avoir une proposition de valeur qui vienne aussi à générer de l'impact et pas simplement du business. Alors effectivement, Laurent Dupont, objectif numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. Peace and Sport, c'est une organisation qui est assez récente aussi, créée en 2007, elle a 13 ans aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il a créé et avec quel soutien ? Alors Joël Bouzou, champion du monde de pentathlon moderne, champion français, qui a créé ça en 2007 en principauté de Monaco avec le soutien du prince Albert II de Monaco, avec une vocation effectivement de construire des sociétés plus inclusives, plus justes, plus sûres, en utilisant le sport et les valeurs intrinsèques du sport pour transmettre des valeurs et les apprendre, on va dire, à la jeunesse vulnérable, partout dans le monde. Donc, l'objectif, il est mondial, mais ça veut dire que la réponse n'est pas forcément exactement la même en fonction des pays. Exactement. Les ODD, comme vous le citiez, le numéro 16, a vocation effectivement à travailler sur des thématiques de paix, mais la paix n'a pas la même définition où on se trouve sur la planète. Donc, que ce soit en France ou en Jordanie, dans les camps de réfugiés où on est, la paix n'a pas la même définition. Par contre, ce qu'il y a en commun, c'est effectivement un socle, on va dire, dans un processus de paix, un socle de transmission de valeurs que chaque jeune doit apprendre pour effectivement s'inscrire dans un processus de paix. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait chez Peace and Sport. On a une méthodologie qui est avérée, qui a 13 ans d'existence, qui a fait ses preuves, qui aujourd'hui permet effectivement de mettre des jeunes dans un processus de construction de paix. Voilà. Vivre ensemble,
se connaître, connaître l'autre, sont des préalables pour effectivement construire un programme plus adapté selon le pays où on se trouve. Justement, pour la France, ce serait quoi Alors, exactement ? la France, nous avons des ateliers sportifs qui sont actifs aujourd'hui. On travaille avec le ministère du Travail, le ministère de la Justice et plus particulièrement la PJJ. On travaille à l'employabilité. On remet en fait des jeunes dans un chemin d'employabilité. Donc par le sport, en utilisant la boxe et l'escalade, on redonne goût à des jeunes sur des notions de projet, de construction de projets. C'est des jeunes qui étaient en échec scolaire, en perte de confiance, c'est ça ? Ou sortis du système scolaire, Ouais. qui par le sport, en complément d'une formation dispensée par la garantie jeune, permet à ces jeunes de se remettre dans un schéma d'employabilité. Et donc, en face de nous, on discute actuellement avec des entreprises qui sont en besoin, du BTP ou autres, qui ont besoin de main-d'œuvre. Peace and Sport propose effectivement de former des jeunes qui soient capables, après, d'être embauchés par des entreprises. Fabien Paget, est-ce que cette idée, cet engagement pour le développement durable, il est naturel chez vos interlocuteurs dans le monde du sport ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vous regardent comme ça, mais de quoi il vient nous parler celui-là ? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a un degré de maturité et de connaissance sur ces sujets-là qui est très variable. Et je pense que c'est aussi beaucoup une question de leadership. C'est-à-dire que si à la tête des organisations, des entreprises, vous avez quelqu'un qui incarne, qui est habité, qui vraiment est conscient de l'importance de définir une mission qui va au-delà de simplement du résultat financier, des produits, des services, je pense qu'effectivement, on peut développer. Vous avez, j'imagine, pas mal d'exemples en tête, soit de sport, soit de club. Vous pouvez en citer quelques-uns ? Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont dans cette transition-là, dans cette transformation. Une entreprise avec laquelle d'ailleurs on collabore est Danone. Danone qui est d'ailleurs sur le chemin d'entreprise à mission, selon la loi Pacte, et qui justement repense ses investissements, et qui est devenu entreprise à mission exactement, et qui justement repense ses investissements dans le sport aujourd'hui afin de se servir du sport et de ces événements comme une plateforme pour sensibiliser les participants, les athlètes, les jeunes citoyens notamment, à avoir un comportement responsable dans le monde et pouvoir délivrer de l'impact à travers ces événements. Alors voilà. Danone, justement, avec quel athlète, si on peut rentrer dans le détail de cet exemple-là, Alors en fait, c'est un cas concret sur lequel d'ailleurs on travaille, qui s'appelle la Danone Nations Cup, qui est un événement au départ qui a été créé en 1998, qui se présentait comme la Coupe du Monde de football pour les moins de 12 ans, qui était orienté très performance avec l'objectif de faire des futurs champions de football. Et cet événement a été vraiment, je dirais, transformé il y a maintenant 2 ans dans l'objectif d'en faire vraiment une plateforme pour inciter ces 2 millions d'enfants qui participent à travers le monde à pouvoir devenir des citoyens responsables, conscients qu'ils ont une voix, puisque demain, ça sera évidemment des acteurs et des adultes qui auront un comportement responsable, on l'espère, et donc de pouvoir s'impliquer dans un monde, je dirais, quelque part un peu meilleur. Laurent Dupont, vous réunissez, vous aussi, des décideurs, ça va du chef d'État au chef d'entreprise, pour promouvoir vos objectifs et les objectifs de Peace and Sport ? Oui, absolument, mais j'ai envie de dire, c'est pas assez. Effectivement, on a des entreprises comme Danone qui rejoignent et qui ont une maturité assez avancée sur ces thématiques-là. Mais moi, si je peux faire un appel aux entreprises, parce qu'effectivement, votre émission le permet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les consommateurs demandent effectivement à ce que les entreprises, les produits soient plus responsables. Vous aviez Mercedes-Serra, je crois, sur votre chaîne un peu plus tôt, la semaine dernière, qui parlait d'attitude de marque. Qui disait qu'effectivement, il fallait que l'entreprise, le produit soit responsable et soit en résonance aussi avec les problématiques de la société. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de rugby 2023, Claude Alché nous a annoncé qu'il avait terminé son programme marketing parce qu'il a eu un positionnement effectivement de solidarité. Chaque entreprise qui va rejoindre la Coupe du Monde 2023 aura un programme d'activation qui va tenir compte aussi de la société. Peace and Sport, nous, on est une réponse à ça, une solution, ainsi que 17 Sports avec qui on travaille beaucoup. L'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes pour qu'une entreprise puisse exploiter son partenariat, mais aussi puisse construire un programme de legacy ou de retour sur la société et sur ses consommateurs. On a une application, nous, digitale aujourd'hui, qui permet de transmettre du savoir
de mettre en place effectivement des activités à transmission de valeur par le sport et aussi à mesurer l'impact de ces programmes. Il nous reste 1 minute 32 minutes. Les Jeux Olympiques, c'est à la fois une fenêtre magique, un objectif et peut-être un objectif difficile à atteindre parce que c'est tellement gigantesque l'organisation des Jeux Olympiques. Donc comment on fait passer les objectifs de développement durable dans un événement aussi gigantesque? C'est en embarquant toutes les parties prenantes, je dirais, tous les acteurs. Et évidemment, ça prend du temps. Oui, mais moi, ça fait plusieurs années, à chaque fois, chaque pays qui gagne les Jeux Olympiques dit on va faire les Jeux les plus verts de l'histoire. C'est pas toujours vrai derrière, quoi. Non, alors après, il y a toujours une question, je dirais, de budget, d'allocation du budget sur de l'impact et sur des actions concrètes. Parce qu'au final, effectivement, c'est les actions concrètes sur le terrain qui seront mesurées. Je pense que c'est un vrai challenge aujourd'hui parce que ça amène à repenser tout le programme marketing, tous les engagements avec les sponsors pour qu'ils soient aussi impliqués sur des actions concrètes et pas simplement sur je dirais une proposition de valeur traditionnelle. C'est un vrai challenge. France 2023, la Coupe du Monde de rugby a cet objectif-là, les Jeux également. Voilà, je pense qu'ils sont sur cette stratégie-là. On verra s'ils sont capables de pouvoir effectivement délivrer les ambitions qui. Si vous me permettez de répondre sur ce sujet, effectivement, les Jeux convergent un intérêt en fait du public, des athlètes, mais aussi des entreprises. Aujourd'hui, les événements sont ultra puissants. Une personne sur 2 regarde la Coupe du Monde de football à la télé. Donc, c'est comment aussi on peut intéresser les entreprises à s'inscrire dans cette mécanique-là. Et pour la première fois, les Jeux 2024 et Paris 2023 et France 2023 sur le rugby y arrivent. Et une agence comme 17 Sport et Peace & Sports ont aussi des solutions à proposer pour que l'entreprise rejoigne effectivement ces mécaniques-là et puisse être un moteur. C'est pas le grand public et les athlètes seuls qui y arriveront. Merci beaucoup. La prochaine fois, on s'appelle le matin pour pas s'habiller exactement de la même façon. Tiens, justement, on va parler mode dans Smart Ideas. Smart Ideas, comme promis, on parle mode. Si vous avez entendu un petit bip tout à l'heure, c'est pas grave, c'était l'alarme incendie, mais puis de toute façon, comme vous êtes scotché à votre chaise, vous étiez obligé de rester là. Ne dites pas les coups. Bonjour Nicolas Rohr. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes avec Frédéric Munier, le cofondateur de Fago. C'est une marque de mode masculine. Alors, vous l'avez créé quand? Et puis, avec quelle démarche responsable? Est-ce que vous aviez d'emblée une démarche responsable? Alors, cette marque, on l'a créée il y a 11 ans. On avait 21 ans tous les deux, en pleine étude supérieure. Et l'idée, c'était de faire un projet par nous-mêmes et surtout de changer des marques que l'on voyait au pied de tous nos copains. Et on trouvait que c'était le bon pied d'entrée pour créer quelque chose de mode et responsable. C'est-à-dire ne pas faire de compromis dès le début. Donc c'est des chaussures au départ? C'était une paire de baskets au départ. Ça fait une petite vulcanisée. C'est une semelle assez fine, 4 couleurs qu'on avait déclinées. Et aujourd'hui, on s'est largement élargi avec des chemises, pulls, bagagerie, accessoires. Alors on est une marque globale aujourd'hui, un vestiaire global. Où sont fabriqués du coup les vêtements, chaussures, avec quel type de tissu, de matière? Alors on fabrique dans 3 zones. On a le Portugal pour le savoir-faire des chaussures qui sont plutôt urbaines. On a nos baskets qui sont fabriquées au Vietnam et on a notre textile qui est fabriqué en Chine. En fait, à chaque fois, on est dans des endroits où on regarde essentiellement le made au et pas le made in, parce que du coup, on va chercher la compétence là où elle est. Et ça fait 11 ans. Cette compétence, elle n'existe plus en France, si je vous entends. Oui, exact. Enfin, elle revient, malheureusement pas avec des prix qui sont compétitifs pour pouvoir s'adresser à notre cible qui est une cible jeune. Du coup, à ceux qui vont vous dire mais ce n'est pas du Made in France. Je leur réponds que malgré tout, en fait, on aimerait bien à terme pouvoir faire du Made in France. Je pense qu'il faut que l'industrie soit plus compétitive. Faire revenir des machines coûte cher. Enfin, il y a c'est assez complexe le Made in France. Je pense que c'est un sujet épineux. On est tous assez fiers. On aimerait bien que notre pays reproduise en masse. On va y aller progressivement. Nous, on a déjà de la production en Europe. Je veux dire, tant mieux s'il y a du Made in France. C'est une très bonne chose. Vous avez adopté cette année de nouveaux statuts d'entreprise à mission. Oui. Ça signifie quoi? Quels engagements? Alors en fait, il y avait cette dichotomie entre les ONG qui étaient les seuls à pouvoir faire le bien et les entreprises capitalistes méchantes, entre guillemets, et au milieu, rien, un vide. Et donc le statut d'entreprise à mission, pour moi, en fait, c'est juste ce milieu. On peut être une entreprise à mission. Et donc du coup, vouloir faire le bien.
Et Fago, donc on a inscrit ces statuts d'entreprise à mission au cœur de notre ADN, donc de nos statuts, c'est-à-dire qu'on a mis notre mission qui est engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc dans les faits, en fait, c'est juste une adaptation juridique de notre réalité d'entreprise. C'est-à-dire que Fago, nous créons des collections qui sont carbone positives. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Essayons d'être concret. Ça veut dire que l'on mesure toutes nos émissions de CO2 dans tout ce qu'on fait. On sait exactement combien d'émissions de CO2 on émet. Qui mesure justement alors là, c'est Good Planet. Good Planet, c'est une ONG qui nous fait notre bilan carbone. Et je sais exactement mon transport, le coton, par exemple, de mes baskets, le cuir, etc. Et ensuite, ma deuxième mission, c'est de réduire au maximum. Et par exemple, aujourd'hui, 70% de la collection Fago est fabriquée à partir de matériaux recyclés, du cuir, du coton, du caoutchouc, ce qui permet de réduire de 40 à 80% notre bilan carbone. Et ça veut dire que le reste, vous allez le compenser? Et le reste, effectivement, comme notre quête est toujours de réduire autant que possible, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, eh bien on plante un arbre pour chaque pièce que l'on fabrique pour compenser les émissions de CO2. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'arbres qui poussent en France, 300 forêts à moins d'1 heure de chaque grande ville. Et ce qui est cool, c'est que nos clients, quand ils partent, par exemple, de Nantes ou peuvent aller en vélo dans une forêt Fago, voir l'accomplissement de ce qui va compenser leur émission de CO2. Alors justement, la question de la relation avec les clients quand on se déclare entreprise à mission, c'est eux qui vous y poussent ou c'est vous qui faites de la pédagogie? Alors, ce qui est super, c'est qu'on est né comme ça avec Fago. C'est-à-dire qu'on avait une envie, c'est de créer de la mode durable. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre, parce qu'avec mon associé, on n'était pas des férus de RSE, d'environnement. Mais du coup, on s'est juste dit que progressivement, en fait, on allait emmener nos clients dans toutes ces démarches avec le sourire. Donc on n'est pas des frondeurs, et notre communauté, on les engage énormément, d'où ce processus de forêt, en disant qu'elles sont à côté des villes, on organise des meetings dans nos forêts, on y va de manière cool, on leur explique pourquoi il faut venir dans nos boutiques recycler, donc déposer leurs vêtements en fin de vie dans nos bornes de tri de recyclage pour recycler et faire de nouveaux vêtements. Dans nos 24 boutiques Fago que l'on a en France, on les invite aussi à des ateliers de réparation pour faire durer plus longtemps leurs produits. On les invite aussi à vendre leurs t-shirts qu'ils ne veulent plus dans notre corner seconde main. Voilà, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est pas d'être un ayatollah de l'environnement, mais c'est simplement de vivre avec les usages du marché qui feront que on doit s'inscrire dans la loi Pacte qu'on s'est engagé à signer. Merci beaucoup, merci Nicolas Rohr, bon vent à Fago. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 9h, à midi et à 20h30 sur Bismart, sans alarme incendie. Salut. À demain.